Conciliation nationale, Zéphirin Diabré en Côte d'Ivoire pour un partage d'expérience. Blaise Compaoré s'y trouve. Il y aurait eu une rencontre entre le ministre d'État et l'ancien président du Faso. Les analyses avec nos invités, Siaka Koulibaly et Lionel Bilgo. L'affaire de la semaine, l'affaire foncier à Pazani, entre décisions de justice non respectées et enragement au nom de l'apaisement. La polémique va à bon train. Sur ce plateau du 7 Info ce soir, le juge Moriba Traoré, secrétaire général du SBM, le syndicat burkinabé des magistrats. La crise du système éducatif, nouvelle semaine de manifestation des élèves. Le ministre Ouaro, lui, poursuit ses concertations pour les prochaines assises nationales. Et puis la situation sécuritaire qui inquiète. Qu'est-ce qui peut bien expliquer la recrudescence des attaques terroristes? Nos analystes porteront leur regard dans un instant. La sécurité, justement, il en sera question dans le journal du dimanche, le JDD. Le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est dans nos murs, accompagné d'une forte délégation. L'équipe du dimanche est en place. Abdoulaye Barrow est aux commandes. Bonsoir, bienvenue au 7 Info, le journal du dimanche. Téné Birahima Ouattara est à Ouagadougou. Le ministre d'État, ministre ivoirien de la Défense, est accompagné d'une dizaine de collaborateurs. Naturellement, il est question de sécurité et de défense. Le Burkina Faso est régulièrement victime d'attaques terroristes. Et la Côte d'Ivoire, longtemps épargnée, commence à subir aussi des attaques. Il y a eu Bassam, il y a eu surtout Kafolo à la frontière burkinabé. Les deux pays veulent renforcer les collaborations dans la lutte contre le phénomène. Il est prévu demain un entretien entre les deux ministres en charge de la Défense. Siaka Koulibaly, c'est deux pays qui sont amenés là justement à renforcer les collaborations dans le cadre de cette lutte quand on se rappelle récemment de cette attaque à la frontière ivoirienne justement. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas trop tôt que ce soit maintenant que la Côte d'Ivoire s'intéresse à ce niveau politique à la question opérationnelle de la lutte antiterroriste. C'est vrai que ce pays avait été épargné pendant un certain temps et que ces derniers mois, on assiste à une recrudescence des attaques également aux frontières donc, de la Côte d'Ivoire. Donc ce qu'on disait depuis plusieurs années, à savoir que les pays du Golfe devaient déjà s'immiscer dans la question de la lutte antiterroriste, étant donné que si les pays dits de l'intérieur, notamment le Burkina Faso, n'arrivaient pas à contenir l'expansion du terrorisme, c'est clair que les pays du Golfe seraient envahis tout de suite. Et je pense que nous en sommes à ce stade-là, où maintenant la Côte d'Ivoire est régulièrement attaquée à sa frontière nord, mais pas que. On a vu aussi une attaque sur Ndoutré, le camp militaire de Ndoutré, etc. Donc d'une manière générale, la Côte d'Ivoire aussi se retrouve de plein pied comme une cible donc, du terrorisme. Et au moment où il y a une recrudescence des attaques au niveau du Burkina Faso et du Mali et du Niger également, la Côte d'Ivoire doit effectivement s'alarmer et commencer donc à déployer tous les dispositifs qu'il peut déployer pour qu'on puisse tenter ensemble de contrer cette vague terroriste-là. Donc je pense que c'est tout à fait normal que le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire arrive ici pour tenter donc de voir les pistes opérationnelles des réactions contre les attaques terroristes. Lionel Bilgo, c'est la première sortie officielle du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, en tout cas pour ce qui concerne le Burkina Faso en tant que ministre, pour l'homme qui est pressenti pour être locataire de la présidence de Côte d'Ivoire dans les années à venir. Là, il imprime là toute sa responsabilité en tant que ministre en charge de la Défense, et il arrive dans un contexte où le Burkina subit, en tout cas ces derniers temps, des attaques terroristes de façon très régulière. Oui, il assume, il porte sa responsabilité. Et quelle responsabilité?
sur la question terroriste, quand on sait que la Côte d'Ivoire, comme le disait Siaka tout à l'heure, est régulièrement attaquée ces derniers temps. Et d'ailleurs, les Ivoiriens ont manifesté un avis de désapprobation vis-à-vis de l'attitude burkinabé. Quand la Côte d'Ivoire est souvent attaquée et que les terroristes, ils les repoussent jusqu'aux frontières du Burkina, ils passent de l'autre côté et il n'y avait rien de suivi. Donc du coup, ça commençait à exacerber côté ivoirien et ils l'ont manifesté de façon ouverte à l'exécutif burkinabé. Ils ont manifesté leurs doutes et en tout cas leur inquiétude par rapport à l'attitude du Burkina Faso quant aux bases terroristes qu'il y a à l'ouest de notre pays, donc au nord de la Côte d'Ivoire. Et je crois que ça pose une question, ça pose la question justement de la prolifération des groupes djihadistes et de l'évolution justement de l'occupation du territoire par certains groupes djihadistes jusqu'à l'ouest depuis longtemps épargnés. Et donc ça repose aussi une question de stratégie, d'organisation du Burkina Faso. Peut-être imaginer l'implantation d'une caserne du côté de l'ouest, ce qui manquerait aujourd'hui en tout cas à ce niveau-là. En tout cas, c'est une forte délégation qui l'accompagne, au nombre desquelles des personnalités en charge du renseignement ivoirien. C'est donc une collaboration qui doit se préciser dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Et comme je l'ai dit, il arrive dans un contexte où notre pays subit de plein fouet ces attaques terroristes après une relative accalmie. Et là, on s'interroge toujours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive là encore? On pensait qu'à un moment donné, nos forces de défense de sécurité, justement avec l'aide des VDP, avaient réussi justement à prendre de l'ascendance, même si récemment encore, on fait des victoires. Mais on constate que depuis un certain temps, le phénomène terroriste, il y a une certaine intensité qui fait craindre. Oui, on s'était attendu depuis la semaine passée qu'avant aujourd'hui, on aurait peut-être eu une déclaration des autorités sécuritaires qui au moins auraient pu nous éclairer sur les raisons probables de cette recrudescence des attaques. Malheureusement, on n'a pas d'éléments officiels expliquant pourquoi c'est maintenant que la relative accalmie qui avait été constatée il y a 4-5 mois à peu près est rompue. Pour quelles raisons est-ce que c'est rompu? Donc on est encore dans les supputations, n'ayant pas disons, les leviers réels pour analyser et puis expliquer donc, ces attaques-là. Mais ce qui est certain, c'est que le bilan sécuritaire des dernières années va alourdir le passif sécuritaire de nos pays pour la simple raison que le traitement qui en a été fait, notamment au Mali et au Burkina Faso, avec cet engagement de forces mi-civiles habillées rapidement et qui sont entrées dans le domaine, peut avoir suscité, disons, des vocations de certaines personnes qui, normalement, ne se seraient pas impliquées dans la question terroriste. Donc, les questions intercommunautaires qui se sont fait jour à partir de 2019 pour le Burkina Faso et au Mali depuis 2018 ont certainement alimenté ce terrorisme-là des forces nouvelles, avec des motivations nouvelles et très locales, très probablement. Et je peux dire que c'est peut-être que ce sont ces éléments qui expliquent qu'aujourd'hui, ayant des troupes fraîches, les terroristes donc, s'en donnent à cœur joie, alors que, parallèlement, les systèmes de défense et de sécurité de nos États n'ont pas connu des grands changements, malgré les dispositifs budgétaires qui ont été mis en place il y a à peu près 2 ans. Donc, du coup, on a un déséquilibre entre des terroristes qui sont un peu plus nombreux, un peu plus hargneux, certainement, et puis un dispositif sécuritaire qui est resté peut-être le même, si bien que le territoire est beaucoup plus difficile à contrôler. Et aussi, il y a la multiplication des katibas, comme on les appelle. Une katiba liée à AQMI, une autre qui est en train de se développer au sud-ouest du Niger, donc en lien avec Boko Haram. Donc, ça ne peut pas être bon pour nos pays en termes de sécurité. Donc, ce qui fait que finalement, on a ces convois-là. Lionel, il y a surtout ces images qu'on a vues circuler, ces terroristes échangeant avec des villageois qui semblent très à l'aise, qui semblent en terrain conquis. Oui, avec une arrogance inouïe qui pose beaucoup de questions quant à notre péril à venir, si toutefois on ne prend pas garde. Effectivement, c'est une question assez complexe. Il y a cela 2 ans, je parlais d'un programme de déradicalisation
de ceux qui sont engagés, mais surtout d'un programme d'union pour redonner un sentiment d'appartenance à certains Burkinabés qui se sentaient délaissés. Je pense qu'on ne peut pas gagner cette guerre sur la base seulement militaire. Il y a aussi des questions d'administration territoriale à gérer. Il y a aussi des questions d'occupation de l'État d'un espace longtemps abandonné. Et c'est pour cela qu'il faut saluer le programme de désenclavement de certaines régions. Et au-delà du désenclavement, il faut redonner espoir à la jeunesse qui sont dans ces lieux-là. Parce que ceux qui nous attaquent sont nos frères. Ceux qui nous attaquent sont des Burkinabés avant tout. Et les terroristes recrutent au même endroit, au même lieu, que notre armée recrute au niveau des VDP. Ça fait un budget de presque 3 milliards par an que l'État engage pour la question des VDP au Burkina Faso. Et ces 3 milliards par an devraient donner des résultats. Une fois que on libère un village ou une zone donnée, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'armée se retire ou est-ce qu'on garde quand même de façon sédentaire une unité de veille pour remettre en fait l'État en ordre de marche? Quand je parle de l'État, je parle de l'administration, je parle de l'économie, je parle de l'éducation. Parce que le mercure qui nous permet de mesurer réellement notre capacité à dompter cette espèce de joute djihadiste, c'est le retour de l'ordre normal, c'est le retour de la vie sociale normale dans les localités. Le retour des personnes déplacées. Est-ce que les personnes déplacées retournent? Constatez vous-même. Est-ce que les écoles sont réouvertes? Constatez vous-même. Est-ce que les populations sont sereines là où elles étaient? Constatez vous-même. Et donc, je pense très sincèrement que le programme militaire qui a été dessiné très bien, il faut féliciter notre armée, il faut féliciter nos soldats, certes, mais au-delà de la militarisation, il faut penser aussi à une question sociale, psychologique, post-traumatique, mais également à un système de déradicalisation. Je suis content d'entendre le ministre de la Réconciliation parler de cet aspect de déradicalisation, qui est un programme à part entière. Et je pense que c'est d'ailleurs demain. Hein. Demain, l'ouverture de l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme. Oui, parce que nous perdons, chaque jour qui passe, des Burkinabés ne se sentent plus concernés par le vivre ensemble que nous proposons. Des Burkinabés ne comprennent plus ce que c'est qu'être Burkinabé. Des jeunes s'enrôlent pour des besoins non seulement économiques, mais aussi pour des besoins idéologiques. À un moment donné, il faut que nous redonnions l'espoir à chaque Burkinabé, que l'on redéfinisse ce que c'est que notre vivre ensemble et que l'on pense à notre commun. Et quand je parle de notre commun, je parle de la charpente, de la colonne vertébrale qui devrait faire que chaque Burkinabé se dise qu'il est concerné. Regardez l'ambiance dans nos villes. L'insouciance qui règne dans nos villes. La misère est à nos portes à quelques kilomètres de Ouagadougou. Il y a même certains de nos dirigeants, de nos ministres qui ne peuvent même plus aller dans leur propre village parce que c'est occupé par des terroristes. C'est inadmissible à un moment donné. Ils ont le temps de construire ailleurs. Ça, c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage parce que normalement, il devrait avoir un sursaut d'orgueil pour chaque entité burkinabé. Je ne parle pas seulement que des ministres, mais je parle de chaque Burkinabé que nous sommes. Le moment où nous nous sommes rendus dans la capitale, que la question terroriste était très sérieuse, souvenez-vous, c'est lors de l'attaque de la mine de Bungu. Parce que dans ce bus, il y avait des Ouagavillois. Parce que dans ce bus, il y avait des parents et des proches qui revenaient à Ouagadougou pour leurs vacances. Et donc, on a senti dans notre chair que le terrorisme était réel. Mais nos villages, ceux de Partiaga, de Namounou, ceux de Geldjodi, ils vivent ça au quotidien. Et ça, nous ne pouvons pas passer des jours sans penser à ces personnes-là. C'est pour ça qu'il faut un sursaut national. Ce n'est pas à l'État seulement de régler cette question terroriste, c'est à l'ensemble des Burkinabés et nous devons être solidaires pour cela. L'ensemble des Burkinabés et les VDP font partie de cette approche qui permet justement aux civils de participer à cette lutte. Mais on le voit ces derniers temps, Siaka Koulibaly, que visiblement les terroristes semblent en faire un problème et s'en prennent justement à des civils quand on voit ce nombre de civils, ces villages attaqués avec ces bilans assez désastreux. On met en avant le fait qu'il y ait des populations civiles s'engagent auprès des VDP. Oui, moi je pense que le temps est venu, après les dernières attaques, en particulier celles qui se sont adressées aux VDP ou à leurs familles, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant, de faire le point sur cette approche VDP. Est-ce qu'elle a été pertinente comme idée de réponse au terrorisme? Ça a permis d'avoir des résultats aussi. Voilà. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Je reconnaissent leur contribution. Je ne tire pas des conclusions. Je dis que c'est le moment de faire le point pour se demander est-ce que c'était l'approche pertinente? Est-ce que les moyens nécessaires ont vraiment été apportés à cette approche-là, etc., etc. Donc, je pense qu'on peut faire un bilan maintenant à mi-parcours pour voir est-ce que cette approche VDP a été déployée de la bonne manière. Bon, maintenant, c'est un fait, on est en plein dans la guerre
du terrorisme, et ceux-ci semblent s'en prendre effectivement au VDP. Il y a beaucoup qui sont tués, et beaucoup de villages sont dépeuplés à cause de d'avoir fourni des VDP. Que ce soit à l'est ou encore dans le Sanmatenga, on a assisté à des situations comme ça dans les villages. Alors finalement, moi, l'interrogation que je me donne, c'est cette capacité de renseignement des terroristes sur ces dispositifs que nous mettons en place en tant qu'État. Comment ils savent que ce sont ces villages-là qui fournissent les VDP? Parce qu'au final, une fois que les VDP sont recrutés, je ne pense pas qu'ils résident forcément dans un village. Ils sont en uniforme quelque part. Comment est-ce qu'on sait qu'ils sont du tel village, etc., etc. Donc, ils ont, ça veut dire, une capacité aussi à s'informer, à se renseigner, à savoir exactement dans un village quelles sont les maisons où résidaient des VDP. Donc, c'est une grande interrogation qu'il faut poursuivre pour voir comment est-ce qu'on réoriente. C'est là où la dimension est soulevée par Lionel et qu'on a très souvent abordé également. Et cette dimension du deuxième pendant de la lutte militaire, qui est la dimension sociale et la dimension communautaire, la dimension politique, doit être renforcée maintenant. Et je pense que le chef de l'État, en ouvrant le chantier de la réconciliation, très certainement avait en vue, au final, que ça puisse déboucher également sur des approches qui vont contribuer aussi à la lutte contre les terroristes. C'est tellement un processus de longue haleine sur cette dimension. Cohésion sociale. Il y a par exemple le programme d'urgence pour le Sahel, où des investissements quand même sont... Peut-être prévus. On ne le ressent pas peut-être jusqu'à présent. Le problème du PUS a été qu'il a été pris à un moment où la guerre était déjà sur le terrain. Il était même difficile de faire les réalisations. C'est-à-dire que quand les entreprises qui ont été contractualisées arrivent pour réaliser les CSPS ou autres infrastructures, mais elles se retrouvaient faire des rencontres avec des délégations des terroristes qui leur disaient, bon écoutez, telle chose vous pouvez le faire, telle chose vous ne pouvez pas le faire. Finalement, je ne sais pas si on a pu investir vraiment tout ce qu'on avait prévu. Ça craint quand même, Lionel, avec ces menaces sur des villageois par rapport à la question de l'éducation, ces menaces par rapport à leur implication dans la gestion sécuritaire. On se dit effectivement, qu'est-ce qu'on fait, comment l'État arrive à mettre une stratégie en place qui permet justement de protéger tous ces civils dans nos villages, parce que là, effectivement, on a parlé de l'administration quasi inexistante, qui permet justement à ces terroristes de circuler comme ils le souhaitent. Et là aussi intervient la question du renseignement. On se dit, est-ce que ça veut dire que nos FDS ne sont pas au courant de ces déplacements? Comment ça se fait qu'ils arrivent justement à échanger de la sorte avec des villageois et repartent tranquillement? Mais c'est difficile. Je disais tout à l'heure que les terroristes sont aussi des Burkinabés et des ressortissants de ces localités. C'est pour ça qu'on arrive difficilement à les identifier, voire à les arrêter. Parce qu'ils sont du territoire concerné, ils connaissent très bien la localité, ils connaissent la région, ils connaissent les bosquets, les forêts, ils connaissent les villages par cœur. Ils ont une géolocalisation extraordinaire. Et quand chacun se pose la question de comment ils arrivent à savoir quel village a fourni des VDP, dans chaque village, dites-vous qu'il y a peut-être un terroriste qui est soit le point focal des terroristes, donc qui fournit les renseignements, qui participe aux réunions de village, qui participe au débat avec les sages, etc., et qui sait exactement ce qu'on fait dans ces villages-là. Ce qu'il faut, c'est de redonner un sentiment patriotique à l'ensemble des Burkinabés. Ceux qui sont déçus de notre État-nation, il faut les reconforter et les ramener à la maison, comme des brebis égarées. Et ensuite, sinon, ils se feront convaincre facilement. Et c'est parfois naturel. On a entendu des reportages parfois des jeunes qui se font enrôler pour des raisons purement et simplement économiques. Là où il y a le désespoir, là où il y a la misère, là où il y a manque d'espérance, les gens vont vers la facilité. Et si la facilité, c'est d'être enfant soldat, ou en tout cas d'être jeune soldat, au détriment de l'intérêt national et de son pays, ces personnes vont y aller, juste pour avoir leurs copains. Les terroristes se déplacent, ils utilisent le carburant au Burkina, ils sont nourris par des Burkinabés, ils ont des dortoirs burkinabés, ils sont cachés et camouflés par des Burkinabés. Cette guerre est difficile. Et ensuite, il faut comprendre une chose, il y a deux dimensions dans cette guerre. La première dimension, c'est celle que nous avons en face de nous. C'est-à-dire que nous avons une occupation de notre territoire et ça, nous les voyons.
des hommes armés qui nous attaquent. La deuxième dimension, c'est celle de la main invisible. Qui fournit des armes à ces terroristes-là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette région des 3 frontières? Qu'est-ce qu'il y a au Sahel exactement? Qu'est-ce qui se passe et quels sont les enjeux géopolitiques, stratégiques? Ils ont toujours des armes, ils ont du carburant. Et même, je vous fais la confidence d'un général qui disait, les armes que ces hommes-là portent, il faut être un État pour pouvoir s'en procurer. Impossible d'acheter ce type d'armement si vous n'êtes pas un État. Ça veut dire qu'ils ont un fournisseur qui sait comment avoir ces armes et qui leur fournit les armes. Nous ne sommes pas producteurs d'armes. Et donc, il faut que nous, en tant qu'Africains, en tant que Burkinabés, nous ayons une réflexion stratégique. Nous devons jouer à l'équilibre. Nous devons jouer avec nos amis ennemis. Ce que j'appelle nos amis ennemis, c'est ceux qui font semblant de nous aider, mais qui, en réalité, jouent un intérêt stratégique et géopolitique sur nos régions. Nous devons aussi jouer de l'intelligence politique avec nos ennemis et là être rigide et sévère et attaquer. Donc nous avons un double enjeu à régler sur la zone des 3 frontières, sur la question terroriste, et ce n'est pas venu par hasard. Posons-nous les vraies questions et les bonnes questions. Et je pense que nos dirigeants, nos gouvernants sont parfaitement au courant de ce qui se joue et ils sont en train de jouer avec cela. Il y a nos autorités qui veulent parfois qu'on communique sur le nombre de terroristes neutralisés. Il y a quelqu'un qui m'a fait une confidence d'un officier d'un pays voisin lors d'un atelier qui dit on est fatigué justement de tuer, je ne sais pas combien j'en ai tué, mais on en tue, mais ils sont toujours là en grand nombre, on ne sait pas comment ça se fait. Et du coup, qui s'est dit est-ce que finalement la solution, c'est pas de négocier tout simplement parce que nous-mêmes, on en a marre, on en a tellement tué qu'on n'a pas encore envie de continuer à faire verser le sang. Oui, l'interrogation commence à voir le jour maintenant de façon très claire. J'ai vu aussi une vidéo d'un officier des Marines français qui a passé des années dans le désert à tuer donc, des terroristes et qui est en train de se désengager de l'armée pour engager une autre forme de lutte. Et justement, l'interrogation qu'il disait, cet officier, c'était mais pourquoi est-ce qu'après avoir liquidé les gens, on en trouve encore 10 qui reviennent? Il se demande pourquoi. Donc, il faut aller au-delà de la confrontation armée pour s'interroger sur les raisons profondes de cette insurrection. Il faut qu'ils arrivent à recruter facilement, voilà, qu'ils arrivent à recruter, qu'ils trouvent des gens qui reviennent lorsque d'autres sont tués. Et le fanatisme qu'ils déploient, il faut s'interroger là-dessus. Donc, je pense que le G5 Sahel avait déjà, au moment où le chef de l'État du Burkina prenait les commandes, avait déjà formulé cette volonté d'ouvrir ce deuxième volet de la lutte antiterroriste, le volet social, qui pourrait compenser. C'est peut-être tout ça qui font que nos pays ont commencé à engager ces politiques de réconciliation, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, peut-être qu'au niveau des chefs d'État, la volonté va naître bientôt qu'il faut engager des vrais débats de fond. Et c'est là où il faut justement se réinterroger sur nos États en tant qu'États. Est-ce qu'ils répondent réellement à la définition d'origine de l'État? Est-ce que la citoyenneté y est comme elle devrait se faire? Ce qui fait que ces questions de cohésion sociale qui se posent aujourd'hui démontrent, et c'est un indicateur, que quelque part, l'État n'a pas réussi sa mission et qu'il faut donc appliquer des stratégies qui permettent donc de corriger tout ce qui n'a pas pu se faire. On le voit que clairement dans les zones insurgées, c'est parce que l'État a été souvent absent. Aujourd'hui, il est encore absent dans une autre signification, de sorte que les terroristes commencent à occuper le terrain, à appliquer les charias. On entend par-ci, par-là, de façon informelle, que dans telle zone, les terroristes ont obligé les populations à vivre la charia déjà sur nos territoires. Donc, au-delà de ces vidéos qui se voient, il y en a beaucoup plus, en fait, sur le terrain. Et il est difficile... Des ultimatums qui sont donnés. Des ultimatums qui sont donnés à certains villages. S'ils ne font pas ceci à tel jour, ils vont venir les trouver. Et l'armée ne peut pas, en réalité, contrôler toute cette situation-là. Parce que l'armée est obligée d'agir selon un mode opératoire bien précis. C'est-à-dire que pour une trentaine de militaires, il y a tout un dispositif logistique qui doit suivre. Et ça fait qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Alors que ces gens, eux, à 2, 3, 4 sur des motos, ils se déplacent et puis ils agissent. Merci, Siaka Coulibaly. Retour sur Actu, on parle tout à l'heure de cette affaire foncière
à Pazani. Pazani ou l'affaire de la semaine. Cette histoire de litige foncier a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une affaire qui oppose deux individus, mais qui est en train de devenir une affaire d'État, une affaire religieuse. La justice sent que son indépendance est menacée. La réaction du ministre de l'administration territoriale en charge des cultes, Clément Savadogo, depuis Gawa, c'était hier. Les réactions qu'il y a eu suite à cela, tantôt dans les réseaux sociaux ou les réactions de certains groupes comme le chef de file de l'opposition politique, l'intersyndicale des magistrats, toutes ces réactions traduisent une chose, c'est qu'il y a un besoin d'informations supplémentaires, simplement, je crois. Et donc, nous accordons d'emblée le bénéfice de ce manque d'informations à tous ceux qui réagissent. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce dossier et on ne peut pas le simplifier sous la forme de quelqu'un est un attributaire légal, puis le gouvernement a retiré sa parcelle malgré la décision de justice pour quelqu'un d'autre ou pour une structure autre. Les leaders religieux de nos communautés rapidement se sont concertés, ont accepté de s'impliquer pour apaiser l'atmosphère. Et j'en profite d'ailleurs pour leur dire les remerciements du gouvernement pour leur implication. Aussi bien le président de la Fédération des associations islamiques, le cardinal Philippe Ouédraogo, le pasteur Yé, président de la Fédération des églises et missions évangéliques, qui se sont tous impliqués pour qu'il y ait l'apaisement et qui ont joué un rôle déterminant. Mais dans les concertations et dans la recherche de conciliation, il y a eu des négociations. Naturellement, quand on dit négociation, ça veut dire qu'on essaie d'obtenir des concessions de part et d'autre. Et c'est ainsi que, au final, M. Jacques Ouédraogo, quoique propriétaire légal de ce terrain, a accepté de se défaire volontairement de sa propriété, moyennant compensation par un autre terrain sur un autre site. Et cette acceptation a été matérialisée par un document signé par l'intéressé et signé par des leaders religieux, également par mon prédécesseur, le ministre d'État à l'époque, ministre de l'administration territoriale. Ce document, nous l'avons. La décision du gouvernement, donc, a tout simplement consisté à rendre, si vous voulez, officiel, parce qu'il faut un acte administratif qui concrétise cette décision concertée. Et c'est ce que le gouvernement a tout simplement fait. Donc, l'attribution du terrain, de ce premier terrain querellé à la Fédération des associations islamiques du Burkina procède d'une volonté de conforter l'apaisement. Parce que pour nous, ce terrain ne peut pas être réattribué à M. Guillemot Moussa. Ce serait justement, si on l'avait fait, c'est ça qui devait être, à juste titre, jugé contraire au principe de droit. Parce que la justice a tranché en disant ce n'est pas à M. Guillemot la parcelle, mais à l'autre. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons dit, comme il y a eu quand même beaucoup d'incompréhension, une très vive tension, une menace de grand conflit autour de cela, nous allons réattribuer ce terrain au monde musulman de notre pays à travers la fédération pour que des infrastructures, des activités soient réalisées en faveur des musulmans. Voilà donc pour la réaction du ministre de l'administration territoriale, Clément Savadogo, depuis Gawa. Sur ce plateau, le secrétaire général du SBM, le syndicat burkinabé des magistrats, Moriba Traoré, mais il est là au nom de l'intersyndicale des magistrats. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. Vous avez entendu le ministre, vous avez fait une déclaration, mais il dit, vous semblez manquer d'informations.
je ne crois pas que notre position découle d'un manque d'information. Pour permettre à l'intersyndicale que je représente ce soir d'être comprise, permettez que je procède à un rappel des faits. Pour ce qui concerne les faits, il faut retenir que M. Ouédraogo Jacques a été attributaire en septembre 2018 d'un terrain à l'arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou. Et M. Guigma Moussa, qui prétend avoir des droits sur la même parcelle sans pouvoir produire un quelconque document lui conférant des droits, a entrepris des réalisations sur le dit terrain, les dites réalisations étant constituées par une mosquée et 3 bâtiments aux fins d'enseignement. Et M. Ouédraogo Georges a été amené dans ces circonstances à saisir les services techniques de la commune de Ouagadougou, lesquels services techniques ont demandé à Guigma Moussa d'arrêter les travaux qu'il a entrepris sur la parcelle. Et les services techniques même sont allés sur le site et ont mis en mention sur les murs et des constructions qui avaient été entreprises, arrêt des travaux. Mais cela n'a pas dissuadé M. Guigma Moussa qui a continué les travaux. C'est dans ces circonstances que M. Ouédraogo Jacques s'est retrouvé à devoir saisir la justice par 3 procédures successives de référé. La première procédure qu'il a engagée tendait à obtenir la suspension des constructions sur la parcelle. Et la justice a fait droit à sa demande au regard de l'arrêté d'attribution qu'il avait en sa possession. La justice a fait droit à sa requête en ordonnant par une décision du 10 juin 2019 la suspension des travaux. Malheureusement, M. Guigma Moussa n'a pas donné écho favorable à cette décision et il a continué avec les travaux. M. Guigma Moussa et M. Ouédraogo Jacques a engagé une deuxième procédure de référé pour obtenir l'expulsion de Guigma Moussa, tant de sa personne, de ses biens, que de tous les autres occupants de son chef de la parcelle. Et le juge, par une décision en date du 18 septembre 2019, a ordonné l'expulsion de Guigma Moussa. Il a continué malheureusement à demeurer sur la parcelle et à continuer avec les travaux. Le juge a encore été saisi une 3e fois par la voie de référé par Ouédraogo Jacques, cette fois-ci aux fins d'obtenir la démolition des constructions qui étaient faites sur le terrain. Et le juge, fondement près de l'arrêté d'attribution, a ordonné, et des décisions antérieures qui avaient déjà été rendues, a ordonné la démolition des constructions qui avaient été entreprises ou qui avaient été faites par Guigma Moussa. Donc voilà succinctement ce qu'on peut retenir pour ce qui est des faits. Malheureusement, lorsque la mise en œuvre de la démolition, de la décision ordonnant la démolition a été entreprise, on s'est retrouvé avec un gouvernement qui a entrepris de nier ses propres actes, parce que la position du gouvernement revient à nier l'arrêté d'attribution qu'il lui-même a pris, et à faire penser par une communication en deçà de la dignité gouvernementale que ce sont les juges qui, par une insouciance quant au respect de la foi des autres et à la nécessaire paix sociale, ont osé prendre une telle décision. Justement. Quand vous écoutez le ministre, il dit que c'est un manque d'information. Le manque d'information découle de quoi? La justice a rendu une série de décisions dont la finalité était que l'attributaire légal puisse jouir de sa parcelle. À la fin, vous vous retrouvez avec une autre entité dont appartient le défendeur, à laquelle appartient le défendeur, qui est attributaire en définitive de la parcelle, et vous dites que vous avez respecté la décision de justice. À ce niveau de responsabilité, si on n'évite pas certaines pirouettes, on va se retrouver soi-même à exposer la paix sociale qu'on dit vouloir défendre. Est-ce que la justice n'aurait pas dû, justement, au regard de cette dimension, c'est peut-être en cela que le ministre parle de manque d'information, la dimension religieuse du problème, est-ce qu'à cause de cela, la justice n'aurait pas dû en tenir compte dans la décision de justice, dans le rendu de la décision de justice, au nom justement de cette paix sociale? La loi dit, il est fait obligation au juge de rendre sa décision en l'indexant sur la loi. La loi qui est fournie par l'exécutif et le Parlement. Le contexte... J'arrive. Sur la loi et sur la loi. La question que nous, on se pose, c'est celle de savoir si la décision est conforme ou pas à la loi.
Et sur ce point, je ne crois pas que le gouvernement jusque-là ait trouvé à redire sur la conformité de la décision ou des décisions par rapport à l'ordre. Maintenant, quand vous écoutez le gouvernement, il y a une communication, comme je l'ai dit, qui est en deçà de la dignité de la fonction gouvernementale. Parce que quand vous l'écoutez, c'est comme si ce sont les juges qui étaient des troubles faits. Alors que la situation telle qu'elle est présentée devrait conduire le gouvernement à un effort d'explication à l'endroit des Guigma Moussa et des communautés religieuses pour leur expliquer que si nous empruntons des raccourcis par rapport à la manière de résoudre certains problèmes, on ne fait que créer les conditions d'une plus grande crise. Parce qu'après tout, c'est une affaire entre deux personnes. Non, c'est une affaire entre deux personnes qui n'avaient pas vocation à intéresser des communautés religieuses. Et ce que je vous dis, c'est que la justice n'est pas saisie de ces seuls cas. Elle n'est pas saisie de ces seuls cas. À Bobo, tout récemment, vous avez un pasteur qui avait construit sur une parcelle qui avait été attribuée à quelqu'un. Et la justice en a été saisie. Le pasteur avait construit une église sur la parcelle. La justice en a été saisie. Elle a ordonné l'expulsion du pasteur, et tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son siège. Et finalement, le pasteur a suivi la décision et est allé lui-même démolir les constructions qu'il avait faites. Donc, la solution des raccourcis que le gouvernement emprunte expose tout le pays. Parce que vous n'aurez pas ça comme seule situation. Et les autres situations à venir, qu'est-ce qu'il va adopter comme approche ? Ça crée un précédent. Ça crée un précédent qui est dangereux. Quand vous avez une république à gérer et que vous entendez la gérer pour des solutions durables, il y a des émotions qu'il faut éviter. Moi, j'ai l'impression de préservation de la paix sociale. Parce que les juges ne sont pas souciés. Le ministre a parlé tout à l'heure de menaces. Oui, la question que vous devez vous poser, c'est celle de savoir si la solution qu'il a empruntée préserve durablement la paix sociale. Parce que moi, je parle toujours de solutions durables. La solution que le gouvernement a empruntée est une solution ponctuelle qui ne se préoccupe pas de l'avenir des principes républicains. Et ce que j'ai dit, rien ne lui interdisait de faire l'effort d'explication s'il se laisse convaincre lui-même que dans une république qui veut se donner les chances de survie, il n'y a pas d'option pour des raccourcis de cette nature. Parce que ce qu'il a fait, c'est très grave. Ça voudrait dire que demain, quelqu'un peut venir entreprendre sur une parcelle qui est attribuée à vous, M. Guébré, et la construction d'une mosquée ou d'une église. Et au nom de la paix sociale, le gouvernement va toujours dire, comme il a commencé là-bas, laissez, et on va vous trouver une autre parcelle. Et quand vous refusez, c'est comme si c'est vous qui devenez celui qui est contre la paix sociale. Je veux que nous puissions, au niveau des responsabilités qui sont celles des gouvernants, envisager les choses d'une manière plus posée. Sinon, on va prendre des solutions et demain, on va se retrouver piégé. Nous avons dit dans notre déclaration que le gouvernement lui-même, par la posture qu'il a adoptée, enseigne finalement l'incivisme aux uns et aux autres. Le non-respect des décisions. Parce que quand vous faites ça, le message que vous envoyez, c'est quoi? C'est que chacun peut se mettre à défier les décisions de justice. Or, c'est le même gouvernement, quand ça l'arrange, il se retrouve à demander aux uns et aux autres de garder le calme et la sérénité parce que la justice est saisie. Quand vous retrouvez vous-même en train de vous comporter de cette manière, est-ce que votre parole aura la force que vous entendez lui donner à de telles occasions? Lionel, voici une affaire justement qui crée un précédent qui est posé et entre justement l'exécution d'une décision de justice et une volonté de préservation de la paix sociale, il y a un arbitrage à faire. Le gouvernement pense avoir pris la bonne option, préserver la paix sociale, mais en même temps, comme l'a dit le juge, on crée un précédent. Oui, et c'est très grave. Moi, je pense que c'est très grave ce qui s'est passé. C'est inouï. Je tombe des nues quand j'entends ça et quand je vois ça, très sincèrement. Et c'est dangereux de se diriger dans cette piste-là. Ce n'est pas le procès de l'islam. Ce n'est pas le procès d'une mosquée ou d'une église. C'est juste ici que les règles de droit qui fondent notre communauté ont été guillotinées au profit d'un arrangement belliqueux qui ouvre des précédents très graves et très dangereux dans notre société. Je pense qu'on ne construit pas un pays comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qui nous arrive. Nous vivons côte à côte, mais nous ne vivons pas ensemble.
Qu'est-ce qui fait du Burkinabé un Burkinabé? Ce n'est pas votre religion, ce n'est pas la mienne, ce n'est encore moins votre ethnie. C'est notre patrimoine commun qu'est le territoire burkinabé. Notre vivre ensemble se base sur des règles de loi et sur des valeurs que nous avons construites ensemble. La République. En dehors de ces règles et de ces valeurs-là, on rentre au cas par cas dans des différenciations qui créent en fait des problèmes assez dangereux. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas votre ethnie. Vous pouvez changer de religion. Vous pouvez vous déplacer d'une région à une autre région. Mais quitter le Burkina, vous avez quitté forcément le Burkina. Il n'y a pas deux Burkina, il n'y a qu'un seul Burkina. Et ce qui nous lie, ce qui forme la colonne vertébrale de notre vivre ensemble, ce sont les règles qui régissent notre communauté et les valeurs qui régissent la communauté burkinabé. En dehors de ça, toutes les options qui sont de l'ordre du privé, la religion, l'ethnie, la région, etc., ne sont que des raisons optionnelles. Et encore là, sur ce qui s'est passé, ce n'est pas la question de l'islam, c'est un problème entre deux individus. Un qui est dans l'illégalité et l'autre qui est dans l'égalité. La justice se prononce, l'État qui est censé faire appliquer et respecter la décision de la justice guillotine cette décision-là au nom de la paix. En fait, on n'a fait que déplacer un problème. Que va-t-il te passer quand tu auras d'autres cas? Qu'est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs, être intellectuel, c'est être objectif et dire les choses telles que. Il ne faut pas faire de faux fuyants quand on veut gouverner et diriger. On ne dirige pas dans l'émotion, mais dans la raison. Et la raison aurait voulu que l'on cède à qui de droit ce qui lui appartient, conformément au texte de loi et au droit. Point barre. Et ensuite, je pense que le gouvernement aurait pu ménager, donner les efforts de sensibiliser celui qui est dans l'illégalité. De le sensibiliser, de le ramener à la raison. Il n'y avait pas question d'utiliser la force, etc. Et d'ailleurs, moi je suis heureux d'entendre des érudits musulmans se prononcer en désapprobation totale par rapport à ce qui s'est fait. Quand on tenait Voilà. compte l'imam Ismaël. Et je vous dis une chose, M. Guébré, toutes les religions sont belles. Ce sont les hommes qui les appliquent souvent, qui sont de mauvaise foi. Aucune religion n'est mauvaise. Quand vous prenez les associations, que ce soit islamiques, chrétiennes, elles sont toutes belles par leurs textes. Il n'y a qu'à prendre les textes. Vous lisez, elles sont belles. Elles sont nourries par un sentiment de bienveillance. Par contre, les hommes et les femmes qui font partie de ces associations peuvent porter des dérives. Mais notre rôle, en tant que Burkinabé, c'est de veiller à ce que notre communauté, notre commun, notre vivre ensemble, notre bien commun qui est la terre du Burkina, je ne parle pas de religion ni d'ethnie, la terre du Burkina, nous devons faire en sorte que ce bien commun-là se fonde sur un socle solide. Et ce socle solide-là, c'est la règle de droit, c'est notre constitution et c'est nos valeurs et nos principes moraux. Et si on foule au pied ces éléments-là, ben alors là, on est en train de fouler au pied notre identité burkinabé. Tchaka Koulibaly, le problème, il est là. Le gouvernement a fait l'option donc, de privilégier le règlement politique de la situation au détriment donc, du droit, des règles de la République. Est-ce qu'il ne faut pas aussi comprendre le gouvernement dans cette démarche? Parce que, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on peut parler d'instrumentalisation de la religion. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme le juge l'a dit, en vérité, il n'y avait pas que la mosquée. Il y a aussi des infrastructures scolaires. Et justement, mais on ne parle pas des écoles, on parle plutôt d'une mosquée qui a été détruite. Donc, il y a cette dimension religieuse qui vient s'agriffer au problème et peut-être qui crée la difficulté, peut-être. Est-ce qu'il faut comprendre le gouvernement dans cette approche? C'est clair que la dimension religieuse est le fond du problème ici. Mais je voudrais quand même dire que c'est une affaire bien complexe. Les acteurs du droit, les magistrats et les avocats sont parfaitement dans leur rôle d'exiger qu'une décision de justice qui a déjà été formée selon les règles prévues soit remise en cause par une autre forme de décision de type administratif. Donc, effectivement, on constate ici, et malheureusement le gouvernement sur ce plan est dans ses petits souliers parce qu'il y a déjà des précédents où d'autres décisions de justice effectivement n'ont pas été appliquées. Donc les acteurs de justice, je pense, veulent saisir cette opportunité pour rappeler un certain nombre de principes fondamentaux de l'état de droit. Ceci dit,
Il y a aussi une excuse pour les acteurs de justice, notamment le juge qui a pris la décision. C'est qu'au moment où il prenait la décision, il n'avait certainement pas la dimension religieuse qui s'est développée après la décision, justement. C'est parce qu'à partir de la démolition qu'on a vu les risques à la paix sociale qui sont nés. Est-ce qu'il fallait qu'il en tienne compte dans la décision de justice? Je vais terminer par ce côté-là. Au moment où lui prenait sa décision, il a juste 2 individus devant lui. C'est vrai qu'il y avait des infrastructures religieuses sur le terrain. Était certainement au Mais parfum pour des lui, investissements. il a Guigma et il a Ouedraogo devant lui. Donc, il a pris sa décision. Moi, je suis informé des personnes qui s'étaient réunies à Waiguya et à Puitenga, armées, qui venaient pour renforcer ceux qui s'apprêtaient à faire des manifestations à Ouaga par rapport à cela. Oui, j'ai eu ces informations-là également. Donc, c'est pour dire que après la décision, il y a eu un développement de l'affaire qui a certainement obligé le ministère de l'administration territoriale à voir qu'est-ce qu'il pouvait faire là-dessus. Chaka Koulibaly, comme on l'a rappelé, c'est tout un processus. Au départ, ce ne sont que des murs qui ont commencé à grandir. Il y a eu des interpellations qui n'ont pas été respectées. Oui, je ne reviens pas sur la décision. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Le juge, très certainement, a observé toute l'affaire. Et ce que le juge Moriba vient d'expliquer, c'est après avoir vu tous ces développements que le juge a pris sa décision. On ne revient pas sur la qualité de la décision du juge. On revient sur les implications de cette décision. C'est là où le gouvernement est bien obligé à certains moments d'agir. Et c'est là où il faut maintenant arriver à cet aspect de la religion, où tout responsable dans l'État qui est amené à prendre des décisions doit savoir que la religion, c'est ce qu'on appelle en sociologie politique un concept opératoire isolé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un autre pour s'activer. Vous voyez aujourd'hui le terrorisme, le djihadisme. Quand ils vont vous expliquer leurs raisons, pourquoi ils se tuent, pourquoi ils tuent d'autres, mais c'est presque fallacieux. Mais ils y vont quand même. Et c'est valable pour toutes les religions. Quand le film La dernière tentation du Christ est sorti à l'époque où nous étions encore à l'université, il y a eu des manifestations violentes en Europe, en Italie, en France. Donc, c'est un concept qu'il faut prendre avec parcimonie et les dirigeants doivent en tenir compte lorsqu'ils prennent la décision. Mais ici, je ne reviens pas sur le juge parce que lui, au moment où il prenait sa décision, il avait juste en face de lui 2 individus qui se disputaient une parcelle. Et comme il y avait des titres de propriété là-dessus, c'était assez clair pour lui. Il a pris sa décision. Maintenant, les développements sociaux, politiques, culturels que ça donne, mais on est bien obligé également, parce que ce sont des faits sociaux qui sont là, et le gouvernement est bien obligé de répondre à ça. Oui, avant de passer la parole à... Je crois, Chaka Koulibaly, il faut qu'on soit sincère et honnête quand on veut vivre ensemble et quand on veut construire durablement notre pays. On ne peut pas s'amuser avec ce genre de situation. C'est très grave et je pense qu'il faut saisir l'opportunité et l'occasion pour dire que ce Burkina-là, il n'y en a pas 2. Et je suis très sérieux quand je parle comme ça, je suis peiné. Très sincèrement, il n'y a aucune excuse, aucun développement possible qui puisse expliquer ce qui s'est passé. C'est très grave. Et à force de chercher des excuses, à force de chercher des explications, là où il n'en faut pas, eh ben on va créer des précédents très graves dans notre pays. Ceux qui s'armaient pour venir défendre ce qui n'est pas défendable, ce sont pour moi des hors-la-loi. Et encore, je vous dis une chose, on ne parle pas de religion. J'aimerais bien même qu'on ne mêle pas l'islam, là, cette belle religion, dans cette affaire. Elle n'a rien à voir avec cette affaire-là. Nos foi sont personnelles et individuelles. Il s'agit de la citoyenneté, être burkinabé. Notre vivre ensemble est mis en péril dans une telle situation. On vient de vous dire que d'autres cas similaires ont eu lieu. Des jugements ont été rendus, des démolitions ont été faites. Et l'état de droit a été respecté. Il n'y a pas 2 manières de dire la vérité quand il faut dire la vérité. Et je vous assure que nous devons tous dire cette vérité-là, sans avoir peur. C'est ça être honnête intellectuellement. Ce qui s'est passé est tout simplement inadmissible. Oui, Moriba Traoré, vous avez écouté Chaka Koulibaly qui pense que peut-être qu'au moment de prendre la décision,
de rendre la décision. Si vous aviez peut-être toutes les informations sur cette dimension religieuse qui était en train donc de venir, ça aurait pu être autrement? Oui, peut-être qu'il faut que je rappelle comment s'exerce la mission du juge. Comme je vous l'ai relevé, le juge ne rend pas sa décision en se référant à ses désidérata. C'est à quoi il se réfère, c'est la loi. Et la loi nous est fournie par l'exécutif et le législatif. Et quand vous devez expulser quelqu'un, vous allez voir qu'on vise une loi pour dire la loi dit tant, voilà ce que vous avez fait, voilà ce qui fait que vous devez être expulsé. Dans aucune loi, vous n'allez voir que le gouvernement a fait mettre que quand la paix sociale est en jeu, le juge ne doit pas expulser. Ce qui est parfois désagréable à notre niveau et qui nous amène à nous poser beaucoup de questions, c'est que quand on est en situation de difficulté, là où l'effort d'explication doit être mis au niveau du gouvernement, on se retrouve par une sorte de calcul à projeter négativement le juge sur la place publique, comme si c'est lui qui était auteur de la loi. Je mets au défi un membre du gouvernement de pouvoir brandir une loi pour dire que lorsque la paix sociale est en jeu, le juge ne doit pas ordonner l'expulsion. Si on veut que la volonté du juge soit souveraine pour pouvoir s'écarter de la loi, là où la paix sociale est en cause, qu'on le dise dans la loi. Mais si vous voyez notre statut, permettez que notre statut et notre code de déontologie, on vous dit que le non-respect de la légalité est une faute du juge, passible de sanctions disciplinaires. Et quand on respecte la loi et qu'on se retrouve avec des grincements au niveau social, le gouvernement est le premier à courir et par une sorte de communication inadéquate, à donner à penser que c'est parce que le juge est mauvais qu'on se retrouve dans cette situation. C'est ça qui est très désagréable. Je vais vous dire une chose, le gouvernement prétend que c'est au nom de la paix sociale qu'il a fait ça. Mais je vais vous poser une question. Quand les élèves et les étudiants manifestent, et qu'on interpelle certains d'entre eux, il n'y a pas risque il n'y a pas risque contre la paix sociale. Mais vous avez déjà entendu un jour le gouvernement dire libérer les élèves et les étudiants au nom de la paix sociale. Au contraire, en ce moment, on a suffisamment de corps habillés, on a suffisamment d'équipements pour faire face à ce qui peut être l'affront des étudiants. D'entité, vous avez parlé des élèves étudiants, mais il parlait tout à l'heure d'entité, c'est une question de sociologie aussi. Il a parlé de en fait, la religion, l'ethnie, vous savez pertinemment que ce sont des demandes assez jugées sensibles, entre guillemets. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à certains niveaux de responsabilité, si on n'évite pas les raccourcis, chacun de nous est exposé. Pour l'instant, c'est une communauté. On a transformé le problème en un problème d'une communauté contre un individu. Essayons de sortir des rapports conflictuels qu'on peut avoir avec le sens de la logique pour pousser la chose jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est un particulier. Au départ, deux particuliers, aujourd'hui, un particulier avec une communauté religieuse. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que demain, ça peut être deux communautés religieuses. À l'intérieur d'une même communauté, vous avez souvent des tendances. La brèche qu'on a ouverte. Si vous vous retrouvez un jour avec une situation où c'est deux communautés religieuses qui s'affrontent, qu'est-ce que vous allez faire? Le gouvernement qui aura renvoyé le sentiment qu'il n'y a que le rapport des forces qui le détermine à s'incliner dans un sens ou dans un autre, plutôt que les principes de la République, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai le sommeil parfois coupé quand je vois certains raccourcis fondés uniquement, et j'assume les mots, sur le besoin du maintien de l'électorat. Il n'y a pas un autre enjeu. Mais vous parlez tout à l'heure du texte, l'expropriation, c'est admis pour... Oui, c'est ce que je vous ai dit. Au tout début de mon propos, j'ai souhaité que le gouvernement ait une communication à la hauteur de la dignité de la fonction ministérielle. Je sais de quoi je parle. Quand, au niveau de la magistrature, on communique, sur les faits, on doit les tenir pour sacrés. Sur la cohérence, on doit faire l'effort pour ne pas se faire épingler entre griffes. Quand vous regardez la communication gouvernementale telle qu'elle a été faite ces derniers temps, on est surpris par le manque de cohérence qui habite la dite communication. Le gouvernement vous dit, dans le communiqué qui a été fait, on a exproprié l'attributaire légal. Par la suite, il vous dit non, quand nous avons fait notre déclaration, l'attributaire légal a accepté de céder volontairement. Quand vous parlez d'expropriation, vous excluez la volonté de l'autre.
La loi elle-même définit l'expropriation comme étant une procédure par laquelle l'État ou une collectivité territoriale contraint le propriétaire d'un immeuble ou le titulaire de tout autre droit réel à lui céder l'immeuble ou le dit droit. Contraint. Ce n'est pas moi qui dis. Il y a la notion de contrainte ici dans l'expropriation. C'est la notion de contraint. À partir du moment où on dit contraint, vous ne pouvez pas, pour ce qui concerne le principe, parce qu'il y a pour la compensation, après, il y a la volonté de l'autre qui peut intervenir, mais pour ce qui concerne le principe, il ne faut pas dire que vous avez exproprié et puis dire l'autre a accepté volontairement de céder. Il y a une discordance, une incohérence qui n'est pas en leur honneur. Et c'est pour ça que j'ai dit, ne voyons pas nos postes actuels. Essayons de voir ce qu'à l'ère du bilan, chacun de nous peut se vanter, pourra se vanter d'avoir légué à la postérité. Quand je regarde là, ce que nous allons laisser à la postérité, c'est des règlements casuistiques. Des règlements casuistiques qui ne fondent jamais durablement une république. Oui. Saint-Exupéry disait que nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons aux générations futures. Essayons de faire en sorte de laisser aux générations futures ce que nous entendons par être burkinabé, qui n'est fondé que sur les valeurs et les principes de droit qui régissent notre communauté dans un espace déterminé. Si nous ne faisons pas ça, nous courons à notre perte. Et arrêtons justement de faire des pirouettes de ce genre-là, qui ne sont pas pérennes. Je pense très sincèrement que nous vivons, je l'ai dit tout à l'heure, côte à côte, mais nous ne vivons pas ensemble. Pour vivre ensemble, il faut qu'on soit d'accord sur une colonne vertébrale commune. Et cette colonne vertébrale commune, c'est la règle de droit, c'est notre constitution et ce sont les valeurs et notre morale qui nous unissent autour d'une même colonne vertébrale. Ce n'est rien d'autre. Ce ne sont pas nos religions, nos ethnies, nos régions, etc. C'est une belle mosaïque qui fait du Burkina Faso un beau territoire. Tout cela doit s'intégrer dans la République, Siaka Coulibaly. Dans les lois de la République. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui est en train de se dire. Hein. En réalité, moi, j'essaie d'avoir une approche globale de la question qui essaie d'intégrer à la fois les préoccupations des acteurs de la justice. Effectivement, le fait que la décision du gouvernement de régler, entre griffes, un cas qui a déjà été traité par la justice, c'est un déni des droits. Je suis d'accord pour le dire. Mais maintenant, je me suis demandé, est-ce que les raisons qui ont poussé le gouvernement à le faire étaient suffisantes? C'est là où j'ai exploré toutes ces dimensions risques qui existaient. Là où il faudrait que peut-être les collègues comprennent les choses, c'est que le niveau de réflexion où nous nous trouvons à l'heure actuelle, vous imaginez que les acteurs qui sont partie prenante de cette affaire sont très loin de ces niveaux-là. Ils ont une seule image, une mosquée a été détruite à Ouaga. Notre religion a été atteinte. Et il nous faut réagir. C'est tout. Mais est-ce que c'est là où... Non, mais oui. D'où la responsabilité collective de l'ensemble des érudits, des théologiens, pour justement amener ces personnes-là à comprendre. Est-ce que la foi doit être éclairée. Est-ce que c'est difficile à expliquer à ces personnes? Est-ce que même avec la contribution de ces leaders religieux qui ont fait dans la médiation, est-ce que c'était difficile pour eux d'expliquer à ces personnes qui sont dans l'illégalité qu'il fallait juste renoncer parce qu'il faut rester dans la République? Le ministre l'a dit, les leaders religieux ont été mis à contribution, qui a permis dans un premier temps d'apaiser, en fait, d'empêcher, disons, le déploiement de la violence. Il fallait ensuite, après, trouver une solution. À partir du moment où le juge avait déjà pris sa décision, on ne pouvait plus revenir devant le juge pour lui demander de se dédire. Il fallait trouver, et je pense que le gouvernement a essayé, peut-être, on peut revenir là-dessus, on peut y trouver à redire, mais c'est ce que le gouvernement a pensé trouver comme solution. Comme option. Toujours est-il que c'est une affaire. Le plus important, c'est que ça arrange tout le monde, pour vous le dire. Non, c'est pas cela. Parce qu'il y a des problèmes de fond qui se posent à cette affaire-là. À la fois sur le plan du droit et aussi sur le plan de la cohésion sociale. Il y a des questions qui restent pendantes. Et qu'il faut poursuivre la réflexion pour trouver des solutions qui sont pendantes. Parce que j'évoque le facteur humain. Les gens à qui vous avez affaire, c'est toujours très important dans une affaire. Moi, je suis dans une association religieuse. Nous sommes attributaires d'un terrain depuis plus d'une dizaine d'années. Il y a 7 ans, on a reçu des financements pour faire des investissements. On ne peut pas, parce qu'il y a un groupe de protestants qui occupe le terrain.
Mais comme nous avons cette capacité de réfléchir, nous faisons des démarches, on n'attire pas la violence là-dessus. Mais ce n'est pas dans tous les cas que vous aurez ça. Donc, une fois en passant, on a des situations qui vont déborder. Et là, les autorités sont obligées de chercher comment il faut résoudre la question. Peut-être que dans le cas Pazani, on aurait pu protéger, en amont faire ce travail, comme vous êtes en train de faire actuellement, pour ne pas qu'on en arrive là. Oui. D'ailleurs, mais très rapidement, ce que ce cas révèle, ça veut dire tout simplement qu'il faut amener nos religions qui sont déjà regroupées dans l'association du vivre ensemble, de la cohésion interreligieuse, à imaginer en fait l'école de la pensée religieuse et justement mettre en place des systèmes de formation théologique pour qu'on comprenne bien qu'il y a la religion à l'intérieur d'un espace qu'on appelle un espace laïque où des règles de vivre ensemble en fait sont régies par la Constitution, le droit et la règle morale et éthique. Pour terminer, Moriba Traoré, sur cette question, vous voyez là aussi justement un coup porté à l'indépendance de la justice et vous profitez pour parler de toutes ces décisions de justice non appliquées. Il y a par exemple le cas de l'Alliance Police Nationale. Oui. Et il est question, j'ai vu le communiqué aussi du syndicat des avocats qui parle justement de mettre en place une structure de veille pour suivre justement ces cas de non-exécution des décisions de justice. Oui, j'ai lu avec intérêt leur communiqué également et je les en félicite. Parce qu'il y a des tournants quand ils sont amorcés, il est de la responsabilité des premiers acteurs de faire entendre leur voix. Quand vous regardez sur un certain temps, le comportement du gouvernement ou l'attitude du gouvernement par rapport à la situation de Panzani est une suite logique de son comportement ou de son attitude dans bien d'autres affaires. Vous avez eu la question du concours de la magistrature où ça a été suspendu, mais le gouvernement n'a pas respecté à l'époque, et même d'autres concours. Vous avez eu la situation des agents de police qui ont été révoqués et dont la révocation a été annulée par la justice. Jusque-là, ils demandent leur réintégration, mais les princes du moment semblent croire que c'est leur volonté qui fait la loi, de sorte qu'on a une oreille sourde face à la demande des policiers d'être intégrés en dépit de la décision de justice. Moi, je voudrais que au poste où ils sont actuellement, ils ne font pas de la réflexion un tabou. Je veux parler des membres du gouvernement. Et que dans cette réflexion, ils puissent intégrer le brillant avertissement qui avait été fait par Martin Gris, l'écrivain Martin Gris, qui disait « Les vraies leçons, celles que l'enfant écoute, celles qui modèlent sa personnalité, sont les actes que l'adulte accomplit. Éduquer un enfant, c'est souffrir à lui en exemple. Si vous transposez cet avertissement au niveau de la gouvernance, ça voudrait dire que l'appel répété du gouvernement au sens du civisme a peu de chance d'être suivi sur lui-même à travers ses attitudes. Il renvoie le sentiment que la République peut se satisfaire d'une défiance répétée contre les décisions de justice. Voilà. Merci. Vous parlez de l'indépendance de la justice, mais je dis que là, dans ces cas précis, ce n'est pas la question de l'indépendance de la justice, mais de la crédibilité de la justice. J'ai souvent dit que l'indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif ne garantit pas l'indépendance des juges eux-mêmes dans leur droiture d'exercice vis-à-vis de leur métier. Donc, on sait que dans l'appareil judiciaire, il y a des juges pourris, entre guillemets. On a vu le cas du maire, etc. Ne confondons pas. La crédibilité de la justice est touchée, mais pas forcément son indépendance. Et son indépendance vis-à-vis de l'exécutif ne lui garantit pas une totale indépendance par rapport à son devoir de rendre justice suivant les droits. D'accord, voilà. On va poursuivre sur cette info pour parler justement de cette sortie du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale du côté de la Côte d'Ivoire, Zéphirin Diabré, a été reçu en audience par les autorités ivoiriennes, au premier chef, le président ivoirien Alassane Ouattara. On apprend que le ministre d'État, justement, a eu une séance de partage d'expérience avec son homologue ivoirien, Kwadjo Kona-Bertin. Mais au-delà, Blaise Compaoré se retrouve en Côte d'Ivoire, lui qui est un élément visiblement clé dans ce processus de réconciliation nationale, mais aussi par rapport aux questions de justice. Il y aurait eu un entretien entre le ministre d'État Zéphirin Diabré et l'ancien président Blaise Compaoré. Alors, Siaka Koulibaly, justement, tout de suite,
quand l'information a été donnée, là encore, certains ont vite fait de voir là une tentative justement de ramener Blaise Compaoré en sautant la case justice dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Je pense que devant cette situation, beaucoup de spéculation peut se faire. Mais est-ce qu'on peut encore sauter la case justice maintenant que la mise en accusation est faite? Pour ceux qui savent de quoi il s'agit, je ne pense pas que la question se pose de nouveau. Peut-être qu'il s'agit de voir dans quelle mesure la sécurité de l'ancien chef de l'État peut être assurée pour qu'il puisse se présenter et se défendre devant la justice. Peut-être que ce sont ces garanties qui ont fait l'objet des discussions entre les responsables. Mais nul ne peut aujourd'hui dire de quoi il a retourné réellement. Il peut y avoir plusieurs dimensions là-dessus. Peut-être aussi que l'arrivée du ministre de la Défense et de la Côte d'Ivoire, il peut être porteur aussi d'une réponse au message qui lui a été apporté par le ministre d'État Zéphirin Diabré. Tout cela est possible. Mais on ne peut ici que s'adonner à des hypothèses, parce que nous n'avons pas un contenu de communiqué disant, voilà... C'était resté top secret, voilà. justement. Donc, on a juste l'aspect diplomatique, la visite au président Alassane Ouattara. Et les échanges, les partages d'expériences sur les questions de réconciliation nationale. Et la visite au ministre de la Réconciliation de la Côte d'Ivoire. Pour le reste, on est bien obligé de suivre les événements pour savoir est-ce que Blaise Compaoré va se présenter lorsque le procès sera ouvert, ce qui est quelque chose d'imminent, je crois, après la mise en application. Peut-être que c'est pour cette question que la rencontre a eu lieu. Et puis bien d'autres aspects, hein, bien sûr. Mais franchement, il est assez difficile d'aller en profondeur là-dessus, tant qu'il n'y a pas d'éléments concrets, tangibles pour apprécier. Lionel, toujours est-il que pour Kakabé et Zéphirin Diabré, c'est des défis presque similaires. On sait que le défi de la réconciliation en Côte d'Ivoire semble un défi assez difficile à relever. Pareil pour le cas du Burkina. Et c'est bien justement de se rencontrer pour partager des expériences, même si, comme l'a dit Zéphirin Diabré, ce sont des expériences assez courtes quand même. Oui, mais je crois que Kakabé a fort apprécié en tout cas cette rencontre. D'ailleurs, il l'a souhaité, il l'attendait depuis sa nomination. Je le sais parce qu'on a échangé sur cette question. Et donc, je crois qu'il y a de quoi harmoniser notre vision sur la question de la réconciliation. Parce qu'un Burkina réconcilié et une Côte d'Ivoire en guerre est un Burkina en danger. Une Côte d'Ivoire réconciliée et un Burkina en guerre est une Côte d'Ivoire en danger. Nous sommes liés comme les enfants d'une même mère et donc il faut qu'on travaille ensemble sur cela. Vous disiez tout à l'heure que les échanges sont restés top secrets. Vous savez, il n'y a rien de réellement top secret dans ce monde, sauf ce qui se passe dans la tombe entre le cadavre et les vers de terre. Mais il a fuité en tout cas quelques informations par rapport à cette rencontre-là. La grande question que l'on peut se poser, et on peut comprendre maintenant que le président Roch Marc Christian Kaboré est entre le marteau et l'enclume, entre son désir en tout cas de voir revenir le président Blaise Compaoré, et puis d'un côté, sa volonté aussi de faire respecter ce triptyque-là qu'il a longtemps cité et martelé. Et donc, c'est difficile quand le ministre d'État Zéphirin Diabré va dire au président Blaise Compaoré de venir assister à son procès. Entendez bien la phrase, hein, venez assister à votre procès. Donc c'est un retour. J'imagine en tout cas le sentiment que peut avoir le président Blaise Compaoré face à une telle phrase, mais le ministre d'État Zéphirin Diabré se devait d'être fidèle par rapport justement à la ligne qui a été tracée, par rapport à la vision qui a été tracée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour au pays avec une absoute totale du passif judiciaire. Il y a certes un désir de vous voir revenir au pays, mais à la disposition de la justice pour que tout se fasse comme il se doit. Il lui garantit également sa sécurité, ce qui allait de droit et de sens. En tant qu'ancien chef d'État qui a régné quand même pendant 27 ans au Burkina, c'est le minimum que l'on puisse lui donner. Mais la question judiciaire est le nœud de ce retour du président Blaise Compaoré au Burkina. Attendons de voir justement comment les choses vont évoluer dans ce sens-là. En tout cas, on attendra de voir et je suppose qu'au niveau des acteurs judiciaires, Moriba Traoré, on attend en tout cas impatiemment et on pense aussi qu'à votre niveau, qu'il ne faut pas encore une fois sacrifier la case justice. Là encore, il ne faut pas d'arrangement comme à Pazané, je suppose.
Merci. Là aussi, la crise du système éducatif, nouvelle semaine de manifestation. La police a encore de la semaine riposté. dernière. Le gaz lacrymogène de la semaine dernière n'a visiblement pas eu raison de leur mobilisation. Les élèves sont plus que jamais déterminés à faire barrage aux nouvelles réformes entamées dans leur domaine. Ils étaient nombreux ce matin à prendre d'assaut le centre-ville de la capitale burkinabé. Objectif, se rendre au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues. Comme il fallait s'y attendre, le mouvement est dispersé par les forces de l'ordre. En grosso modo, on a vraiment des camarades qui sont blessés, des camarades qui sont évanouis. Les camarades blessés, mais je peux dire que ça vaut la moitié de nos camarades qui sont sortis pour lutter aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, ça a été très grave. Et nous prenons nos parents en témoin, nous prenons l'opinion publique en témoin. Parce qu'avant de sortir, nous avons déposé un préavis. On a prévenu le ministre avant de sortir. Ils ont largement eu le temps sur ces 72 heures de réfléchir sur la question avant que nous nous venions. Bien avant ça, nous sommes sortis le jeudi manifester. Ça les a donné encore le temps de réfléchir une fois là-dessus. Et nous sortons encore aujourd'hui et ils donnent l'autorisation à ces soldats-là de nous réprimer. Judas Maré et ses camarades signent et persistent. Les nouvelles réformes sont loin de faire du bien au monde scolaire. Ils viennent réprimer des élèves innocents qui sont sortis réclamer quelque chose de légitime, quelque chose qui les revient de droit. Ils interdisent les examens blancs dans les publics. Par contre, si vous partez au PMK, ça se poursuit. Partez dans les privés, ça se poursuit. Les enfants ne sont plus dans les établissements publics. C'est pourquoi on ne prend pas des réformes pour choix. On prend les réformes à l'avantage de tout le monde. Lorsqu'on veut prendre des réformes, on doit interroger tout le monde à savoir est-ce que ces réformes-là s'arrangent. C'est nous les premiers acteurs. Il doit nous demander. Ce n'est pas lui qui compose le bac à notre place. Ce n'est pas lui qui compose le BPC à notre place. Il ne peut pas dire que ces réformes-là nous arrangent sans avoir nous demandé. Si ça ne nous arrange pas, on va sortir réclamer. Nous sommes des majeurs et nous sommes à l'école. C'est pourquoi. C'est pour nous permettre de remettre en cause ces réformes-là. Si aujourd'hui, nous, en tant qu'élèves, nous ne sommes pas capables de remettre en cause ces réformes, ces ministres-là devraient eux-mêmes se remettre en cause. Tout en fustigeant l'association des parents d'élèves car jugée inactive dans cette crise, l'AESO promet de se battre jusqu'à la dernière énergie pour faire reculer l'exécutif. Lionel, peut-on aller aux assises nationales? Peut-on faire des réformes dans un contexte pareil? Oui, on peut. Et moi, je trouve ça lamentable. Lamentable dans le sens où nous devons faire très attention. Je pense que la réforme de l'éducation vient d'ailleurs pour moi très tard. Je milite d'ailleurs pour qu'on transforme notre système éducatif dans la forme comme dans le fond pour l'adapter aux défis actuels du monde actuel. Je pense que nous sommes en décadence totale par rapport à notre système éducatif qui forme par millions et par milliers de chômeurs. Et ce que nous voulons, c'est un système éducatif performant qui puisse permettre à chaque enfant burkinabé qui entre à l'école d'avoir l'espoir, en tout cas, de pouvoir réussir sa vie au sortir de sa vie. Ce qui se pose ici, qui fait les grèves, c'est une incompréhension. Quand vous lisez la réforme, je ne sais pas si tous ces élèves qui sont dehors ont fait l'effort quand même de prendre connaissance du contenu des propositions qui ont été faites. Et dans ces contenus de propositions qui ont été faites, il n'y a rien de dramatique. Je pense très sincèrement qu'il va falloir que l'on fasse attention à ne pas tomber dans une république bananière où les contestations foisonnent, alors que nous devons gagner en temps pour construire solidement ce pays-là. Toutes les réformes que le gouvernement a entreprises, depuis le début d'ailleurs du quinquennat du président Roch Marc-Christian Kaboré, se sont butées à des refus, malgré même les périodes de pédagogie et d'échange qui ont eu lieu. L'approche n'est pas suffisamment participative. On peut parler de l'approche participative, si vous voulez, d'accord. Mais il faut se dire une chose, j'ai l'impression que nous sommes convaincus, tous autant que nous sommes, que nous devons changer. De valeurs réformes, ça c'est certain. Qu'il faut un changement dans ce pays. Mais personne ne veut changer. Personne ne veut que ça commence dans son secteur. À un moment donné, il va falloir que l'on se dise une chose. Le changement ne se fera pas dans la quiétude. Ça se fera dans la douleur. Ce n'est pas une cure de jouvence. Il faut aller droit au but et attaquer les problèmes là où ils sont avec la sérénité, la plus grande sérénité possible. Maintenant que les élèves aient leur mot à dire, il y a plusieurs formes de manifestation. Il y a plusieurs manières d'apporter leur contribution ou en tout cas leur avis
dans le sceau justement des avis qui vont s'ouvrir. Les assises sont une formidable occasion pour moi. Si ces délégués-là veulent vraiment participer, ils sont les bienvenus. Et je crois très sincèrement que l'ouverture avait déjà été faite au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour aussi recevoir une entité crédible et visible, en tout cas, du monde des élèves, pour les entendre sur cette démarche-là. Et vous vous souvenez que le 8 mars dernier, il y a eu justement une conférence de presse conjointe entre les deux ministres pour expliquer et réexpliquer le fond de ces réformes-là. Et cette conférence de presse aurait dû servir de pédagogie. Notre école est devenue comme un parking. Et ce qui se passe là, je pense qu'il faut que les parents s'y investissent et s'y intéressent. Parce que ceux qui sont blessés, ce sont nos frères, ce sont nos enfants. Et à un moment donné, justement, votre reportage le disait, il faut que l'association des parents d'élèves s'intéresse à ce qui se passe, sensibilise de part et d'autre, que ce soit les élèves ou que ce soit le MENA, pour que la quiétude revienne. Et moi, ce que je pense en tout cas, c'est que coûte, vaille que vaille, il faut réformer notre système éducatif. Réformer, ça c'est sûr. Siaka Coulibaly, maintenant, comment y aller? Et comme Lionel l'a dit, on a l'impression que tout le monde n'est pas d'accord pour aller. Tout le monde veut des réformes, mais apparemment, personne n'est prêt à aller aux réformes. Oui, à un moment donné, il faut y aller. Dans cette affaire, moi, je vois deux dimensions. Il y a la dimension participative qui consiste à consulter l'ensemble les acteurs. Et peut-être que c'est là où on sent qu'il y a quand même des manquements. Il faut que les élèves doivent être consultés. Les élèves doivent être consultés, mais on parle aussi des parents d'élèves. S'ils n'interviennent pas, certainement, peut-être qu'ils n'ont pas été mis en action. On ne parle pas aussi des syndicats d'enseignants, du monde enseignant. Est-ce qu'ils sont suffisamment consultés, etc. etc. Dans la série de concertations, on a vu des rencontres avec les partenaires sociaux dans le cadre des assises à venir. Nous parlons de ce que nous voyons à l'événementiel, à savoir les marches des élèves. Si ces deux groupes d'acteurs étaient, par exemple, impliqués et avaient compris le sens de la réforme en tant que nécessité, en tant que juste réforme, peut-être que on a vu cette sortie ils auraient réussi à la FCT, justement, qui semblait ne pas être d'accord avec ces réformes. Donc ça pose le problème déjà au niveau de la participation. La deuxième dimension, c'est le contenu de la réforme. Tout le monde sait que notre système éducatif a besoin d'être réformé. Est-ce que ce qui est en train de se préparer, c'est la révolution que nous attendons, ou est-ce que ce sont des réformettes? Ça, c'est en attendant, parce que là, ce sont les assises qui devraient permettre de faire des réformes en profondeur. Non, tout dépend du calibrage qui est fait au départ par le ministère. Il y a une proposition qui est faite, et c'est autour de ces propositions que les acteurs se discutent. Le bouleversement nécessaire dans notre système éducatif, qui fasse qu'on sorte du modèle trop théorique d'enseignement que nous avons, pour passer à un modèle beaucoup plus proche des réalités. Est-ce qu'on en est là? Moi, je crois que c'est la question du fond qui... Merci. Un mot rapidement pour conclure. Très rapidement. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Je crois que notre lexique social est fourni de mots, mais nous n'avons pas la même compréhension des mots qu'il y a dans le lexique social. Une consultation, on peut vous consulter et ne pas tenir compte de votre avis. Et ensuite, quand on a des gouvernants, quand on a élu des gens, quand on a mis des gens à des postes de responsabilité, on leur a donné de facto la responsabilité de réfléchir, de prendre des décisions suivant leur perception de la vision de la politique qu'ils veulent mener dans notre pays. Et donc, je serais étonné de voir que le ministre Ouattara n'a pas consulté les parents d'élèves, que les enseignants, qui sont les premiers concernés à l'intérieur du système éducatif, ne sont pas au courant de ces réformes-là. Et si ce n'était pas le cas, ce qui m'étonne très gravement, c'est que les assises sont le meilleur endroit pour que tout le monde puisse se mettre autour de la table. Et ensuite, je pense très sincèrement que dans tout ce qui se passe là, il y a de l'intox, il y a de l'infox et il y a de la manipulation. Et faisons très attention à ne pas brûler ce qui reste par rapport à ce qui nous arrive déjà, ce qui reste de ce pays. D'accord. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci Lionel Bilgo, merci Siaka Coulibaly, merci Moriba Traoré, secrétaire général du SBM, le syndicat burkinabé des magistrats. Vous êtes là au nom de l'intersyndicale des magistrats. Merci encore d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente reprise de travail demain. Bonsoir chez vous.